Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe d'Orion Santé se joint à moi pour vous souhaiter une très très belle année 2024. Bienvenue dans ce 8e épisode de la nouvelle saison des webinars Orion. Vous êtes toujours très nombreux à plébisciter ces rendez-vous et je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Je suis Céline Desrumeaux, ingénieure et coordinatrice pédagogique chez Orion Santé et je suis accompagnée aujourd'hui d'Emmanuelle Lecor-Vatinel, formatrice et une des expertes de l'équipe. Au sommaire de ce webinaire, nous verrons ensemble comment s'organiser en exercice coordonné, en quoi consiste cet exercice, ses différentes caractéristiques et missions, la place des infirmières dans ces structures et la place de l'encadrement des étudiants. Sur votre écran, vous voyez apparaître un onglet questions-réponses. Vous pouvez y poser vos questions et nous y répondrons dans la seconde partie de ce webinaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite d'abord une très belle et heureuse année 2024. Je suis ravie de faire ce premier webinaire de l'année et j'espère qu'il répondra à toutes vos attentes. Alors, je me présente, moi je suis Emmanuelle Lecor-Vatinel, je suis infirmière en pratique avancée en exercice libéral depuis septembre 2023, infirmière libérale depuis 18 ans et formatrice chez Orion Santé depuis 5 ans. Je suis vice-secrétaire de la CPTS de Hyères et des Îles d'Or depuis sa création, depuis 5 ans, et présidente de l'AILH depuis presque 10 ans. Merci Emmanuel. Tu vas donc pouvoir nous partager ton expérience de terrain. Pour commencer, peux-tu nous expliquer pourquoi s'organiser en exercice coordonné? Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas parler d'exercice coordonné sans parler de la loi. Les dernières lois en matière de santé ont décrit la notion de disparité de l'offre de soins sur le territoire national. Du coup, il est nécessaire pour les professionnels de s'organiser entre tous les acteurs de la santé en fonction des axes de priorité de santé publique pour répondre à la demande de soins qui est grandissante. Très rapidement, les principaux objectifs qui nous intéressent, c'est arrêter l'exercice isolé des professionnels de santé libéraux. Déjà, pour le patient, pour les patients, pour bénéficier d'une prise en charge efficiente, pour bénéficier de toute l'expertise du meilleur professionnel au bon moment. Pour les professionnels, il s'agira de partager les problématiques de prise en charge, de renforcer les liens avec les établissements de soins, les établissements médico-sociaux principalement. Enfin, pour limiter les coûts d'assurance maladie, en évitant les redondances d'examens, en évitant les ruptures de soins de certains patients, en évitant les hospitalisations évitables ou le recours aux urgences. L'exercice coordonné, c'est aussi apporter une réponse à l'augmentation grandissante des pathologies chroniques, du vieillissement de la population, mais aussi au parcours complexe. Cela va induire du coup un changement de comportement des habitudes de santé. On va aussi favoriser les installations de professionnels sur certains territoires qui sont touchés par la désertification avec des difficultés grandissantes d'accès aux soins. Enfin, nous avons assisté au virage ambulatoire depuis 2018 avec une santé qui n'est plus ou qui est de moins en moins, en tout cas hospitalo-centrée. On est actuellement sur le début du virage de la prévention. L'exercice coordonné est déjà sur le coup. Merci Emmanuel. À la lecture de tous ces éléments, on perçoit très bien l'intérêt de ce mode d'exercice. Est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments concrets et nous définir ce qu'est l'exercice coordonné? Oui, alors il y a plusieurs définitions de l'exercice coordonné. En quelques mots, il s'agit d'une organisation de premier recours pour les professionnels de santé libéraux qui vont se structurer entre eux dans le but d'améliorer l'offre de soins et l'attractivité du territoire. C'est une organisation qui est pluriprofessionnelle, qui se développe donc depuis 2018. Environ moins de la moitié sont encore à l'état de création, alors que certaines fonctionnent déjà depuis 3-4 ans. Vous l'aurez compris, c'est le début de l'exercice coordonné. Je pense que d'ici quelques années, le fonctionnement sera un petit peu différent de ce qu'on connaît actuellement en fonction des évolutions de la société et surtout du système de santé français.
Je peux vous proposer quelques chiffres. Alors, les chiffres sont assez difficiles à trouver puisque cet exercice coordonné est en perpétuelle augmentation. Il y a un an, du coup, il y avait 2251 MSP en fonctionnement. Vous voyez sur la carte avec certaines disparités un petit peu territoriales. La Fédération des CPTS nous donne les chiffres des CPTS. On a, à décembre 2023, pratiquement 800 CPTS qui sont actives sur le territoire. Certaines sont encore à l'état de projet, mais 500 d'entre elles ont signé un contrat ACI. On verra ce que ça signifie tout à l'heure. Du coup, ça fait environ 2/3 du territoire français qui est couvert par des CPTS. D'accord. Alors, j'entends plusieurs acronymes. Est-ce que tu peux nous préciser les différents types d'exercices existants, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, on entend ESP, MSP, CPTS. L'ESP, c'est la plus petite entité de l'exercice coordonné, équipe de soins primaires. On est sur une patientèle en commun, on est à l'échelle d'une patientèle. La MSP, Maison de santé pluriprofessionnelle, c'est une grosse ESP. Elle correspond à la réponse coordonnée de proximité des professionnels sur leur patientèle en commun, mais de façon un petit peu plus importante qu'une ESP. La CPTS, donc c'est l'entité la plus importante, communauté professionnelle territoriale en santé. Du coup, elle apporte une réponse collective aux besoins de santé dans une approche plutôt populationnelle sur un territoire donné. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CPTS, donc comme vous l'entendez, il y a cette notion de territorialité. Elle correspond à un ou plusieurs arrondissements d'une grande ville, comme Paris, Lyon ou Marseille. Mais elle peut aussi correspondre à une commune, comme par exemple chez nous, à Hyères. Il y a une commune qui est sous la CPTS, ou alors il y a plusieurs communes, voire un département entier, comme la CPTS qui est à la Martinique. Ce territoire doit avoir une logique dans l'offre de soins pour être validé par l'ARS. Je vous propose un schéma pour vous éclaircir un petit peu. Donc, on a l'équipe de soins primaires qui est une petite structuration entre professionnels. La maison de santé pluriprofessionnelle de façon un petit peu plus importante. Il peut y avoir des créations d'ESP et de MSP un petit peu partout en fonction des projets et de l'entente entre les professionnels. Sur le territoire, on aura une communauté professionnelle en santé qui va inclure la maison de santé pluriprofessionnelle et l'équipe de soins primaires qui sont sur ce territoire dans l'organisation. Elle ne les phagocyte pas, elle travaille avec. Elle va travailler aussi avec tous les autres dispositifs sur ce territoire, hôpitaux privés, SSR, EHPAD, mais aussi les hôpitaux publics avec le groupe hospitalier territorial et le DAC, dispositif d'appui à la coordination, tout ce qui est médico-social. Il peut y avoir d'autres créations de MSP ou d'ESP sur le territoire d'une CPTS sans aucun problème. Et tous ces dispositifs vont travailler en lien avec la CPN et avec l'ARS de façon individuelle ou en commun, tous ensemble. On voit par ce schéma, Emmanuel, la complexité que peut représenter l'exercice coordonné pour les professionnels de terrain. Nous sommes déjà très absorbés par nos activités libérales respectives et cela peut être décourageant au premier abord. C'est pourquoi, pour clarifier encore un peu tout cela, je vais te demander si tu peux nous préciser les caractéristiques de ces différents types de structures. Oui, alors ça paraît effectivement très important, mais bon, une fois que c'est créé, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus fluide, mais c'est important de connaître un petit peu la structuration. L'équipe de soins primaires a été créée à partir de l'article 64 de la loi de modernisation de notre système de santé. Elle concerne une équipe pluriprofessionnelle avec au moins un médecin généraliste et au moins un paramédical autour d'une patientèle, on l'a dit, et autour d'un projet qui est formalisé avec l'ARS. Ce projet a pour objet l'amélioration de la prise en charge du parcours des patients. Par exemple, on peut voir un projet autour des plaies du pied diabétique, si c'est une problématique qui est redondante pour cette équipe de soins. Donc, dans l'équipe, elle pourra comprendre un médecin généraliste, un groupe infirmier, un pharmacien, un pédicure-podologue, pourquoi pas un kiné, voilà, tous les professionnels concernés par cette problématique.
Il n'y a pas de financement particulier. Par contre, il peut y avoir une aide conventionnelle, comme une aide de la région, par exemple. En ce qui concerne la MSP, on l'a dit, qui était une grosse ESP. L'équipe est toujours pluriprofessionnelle. Là, on a au moins 2 médecins généralistes et un paramédical. On a un projet qui est toujours autour de la patientèle, mais qui sera plus large, comme la prise en charge du patient diabétique de façon plus globale. Ce projet va être formalisé à l'ARS et l'ARS demandera à répondre à un cahier des charges et à des missions. Vous entendez parler des MSP monocytes ou MSP multisites. La MSP monocyte signifie qu'il y a un projet immobilier qui est en parallèle du projet avec l'ARS. Ça peut être un projet avec la ville, par exemple, aussi. Multisite, ça signifie que les professionnels de santé conservent leur cabinet d'origine et fonctionnent quand même ensemble grâce au projet qui est formalisé. La forme juridique conciliée va être la CISA, du coup, pour permettre de percevoir collectivement des subventions dans un cadre juridique et un cadre fiscal sécurisé. Du coup, il y a un financement qui est prévu pour cette MSP. C'est le fonds d'intervention régional qui va être donné, qui va être envoyé après la signature d'un contrat ACI, qui est l'accord conventionnel interprofessionnel assigné entre l'assurance maladie, l'ARS et la MSP. En ce qui concerne la CPTS, l'équipe est beaucoup plus grosse, évidemment. On a l'équipe pluriprofessionnelle avec au moins 2 médecins généralistes et un paramédical. Il y a toujours un projet, mais qui, lui, va porter sur un territoire qui est validé par l'ARS, on en a déjà parlé. Ce territoire va définir la taille de la CPTS. On aura des CPTS de taille 1 qui concernent un territoire de moins de 40 000 habitants et jusqu'au CPTS de taille 4 qui concerne un territoire où il y a plus de 175 000 habitants. Le projet est toujours en fonction d'un cahier des charges et à des missions que vous pouvez retrouver sur le site de votre ARS régionale. La forme juridique, là, c'est l'association de loi 1901 qui est conseillée, puisqu'on va répondre à des impératifs, la garantie de la pluriprofessionnalité, la possibilité d'adhésion par des personnes physiques ou des personnes morales, et la possibilité de percevoir et de distribuer des financements qui sont prévus dans les missions de la CPTS. Tout professionnel de santé peut adhérer à la CPTS sur le territoire, quel que soit son mode d'exercice, que ce soit une personne physique ou morale. La signature d'un contrat ACI va être pareil de façon tripartite entre l'assurance maladie, l'ARS et la CPTS. Et cela ouvrira le droit au financement, donc au fonds FIR, en fonction de la taille de la CPTS et surtout en fonction du taux de remplissage des indicateurs de façon annuelle. Très bien, merci Emma. J'imagine que chaque type de structure a des missions différentes. Est-ce que tu peux nous les expliquer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, les missions, ce qu'il faut savoir, ce sont des priorités nationales de santé publique. Et en fonction de chaque territoire et du dispositif, MSP ou CPTS, ces missions vont être affinées en fonction d'un diagnostic territorial qui, lui, est donné par l'assurance maladie. Pour la MSP, on a la mission d'accès aux soins avec l'accès aux plages horaires élargies, c'est-à-dire l'accès aux soins entre 8h et 20h en semaine et entre 8h et midi le samedi. Évidemment, l'accès aussi aux personnes en situation de handicap. On a l'accès, la réponse aux soins non programmés en dehors de ces heures de permanence, l'organisation de la continuité des soins et de la permanence des soins ambulatoires. La MSP va aussi faire des actions de prévention et d'éducation à la santé. Par exemple, on a vu sur une MSP des Bouches-du-Rhône, une action sur le dépistage des mélanomes malins, par exemple. Il y a aussi l'accès à des spécialités ou à des techniques spécifiques. Par exemple, on aura la création d'un groupe infirmier, d'une équipe infirmière équipée d'une valise de télémédecine qui pourra répondre à de la semi-urgence, donc en lien avec le 15. Donc ça, c'est des choses, des projets qui peuvent se faire. La coordination interne doit être regardée aussi. Donc, on va avoir un système d'information partagé et sécurisé entre tous les professionnels, donc une communication fluidifiée, puisque tout le monde aura le même outil
et les mêmes informations. Il y a des réunions de concertation pluriprofessionnelle dans certains parcours, l'initiation de protocoles pluriprofessionnels de coopération, comme ça a pu se faire dans les Hautes-Alpes avec un parcours pour les patients, enfin un protocole pour les patients atteints de BPCO pour éviter les complications. Et enfin, la coordination externe va être à montrer aussi avec la coordination avec les CPTS, avec les DAC, avec les établissements proches de la MSP. Les missions des CPTS, un petit peu différentes, mais ça se rejoint. On a deux types de missions, les obligatoires et les optionnelles. La première mission obligatoire, c'est l'accès aux soins, avec l'accès aux médecins traitants. C'est par exemple recenser le nombre de médecins traitants sur le territoire ou favoriser l'implantation des IPA ou d'une IPA qui arrive sur le territoire. Accéder aussi à la prise en charge des soins non programmés, c'est une mission prioritaire dans beaucoup de CPTS. Il peut par exemple y avoir la création d'une structure de soins non programmés sur un territoire, voilà, ou le développement de SOS médecins ou d'autres choses. Deuxième mission, l'organisation des parcours pluriprofessionnels. Alors, se fait en fonction du diagnostic territorial de la CPTS. Par exemple, nous, à Hyères, on est donc dans le sud de la France. La mission la plus importante, c'était la mission des parcours du patient âgé, mais aussi du patient diabétique. Donc, ça a été les deux premières missions qu'on a développées. L'année dernière, on a développé la mission du patient insuffisant cardiaque et on travaillera l'année prochaine sur la mission du patient en santé mentale. On va aussi, donc en troisième mission, développer les actions territoriales de prévention. Il s'agit de favoriser les actions nationales dans le domaine de dépistage, de prévention, de vaccination. Par exemple, on va pouvoir faire des actions grand public pour Octobre Rose, pour Mars Bleu, ou par exemple être en support pour les ARS pour organiser la vaccination dans les collèges pour les élèves de 5e contre le papillomavirus. La quatrième mission, c'est la réponse aux crises sanitaires graves à la suite du Covid qui est arrivée. Donc, cette mission a été rajoutée en 2022. Dans les missions optionnelles, on voit développer la qualité et la pertinence des soins et enfin accompagner les professionnels de santé sur le territoire, qui va pouvoir se faire par peut-être favoriser donc l'accès au territoire avec un petit clip vidéo sur ce territoire, favoriser les installations en demandant aux professionnels d'être tuteurs de stage, en favorisant le tutorat. D'accord, donc une réelle articulation entre professionnels et aussi entre chaque type de structure. Toi, Emma, tu es infirmière en CPTS. Est-ce que tu peux nous expliquer la place de l'infirmier dans ces structures et ce que cela change dans ton quotidien? Oui, alors effectivement, moi, ça a changé pas mal de choses dans mon quotidien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'infirmière est quand même le pilier du maintien à domicile du patient. L'exercice coordonné va permettre de favoriser ce maintien à domicile pour les patients puisqu'on va avoir l'anticipation de problèmes de santé. On a un contact qui est favorisé avec le médecin traitant principalement, mais aussi avec toute l'équipe de soins, avec les services d'hospitalisation. On a du coup la description de certains parcours, la possibilité d'avoir recours à un protocole de coopération et la connaissance de ces protocoles vont permettre de faciliter le maintien au domicile du patient. On va avoir aussi la meilleure connaissance des professionnels entre eux. Et du coup, on va se permettre du coup de valoriser notre rôle propre, de donner les limites de nos compétences. Sur Hyères, par exemple, on a pu avoir un dialogue avec les médecins pour favoriser les ordonnances bien rédigées et pour leur préciser, par exemple, les actes qui n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie. Cela nous a permis aussi d'affirmer notre positionnement. Par exemple, des cabinets infirmiers ont pu proposer des permanences de vaccination ou des actions de prévention, d'éducation thérapeutique, voire de sevrage tabagique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'infirmière, vous le savez, c'est la profession la plus représentée de par le nombre sur le territoire. Et pour ça, on doit profiter de l'exercice coordonné pour affirmer cette force, pour affirmer notre positionnement professionnel. Pour le patient âgé, qu'il soit dépendant, atteint de pathologie chronique, on va pouvoir avoir
un dialogue un petit peu plus important. On va avoir du coup notre place dans les réunions de concertation pluriprofessionnelles et on a une voix qui est prépondérante. L'exercice coordonné permet aussi de partager des formations en interprofessionnalité, ce qui est très intéressant, par exemple avec la formation d'éducation thérapeutique ou la formation sur les gestes d'urgence avec les professionnels du coup, qui nous entourent, les professionnels qu'on connaît. L'exercice coordonné permet aussi un exercice moins isolé, hein, c'est par définition, parce que jusque-là, l'infirmière était quand même seule au domicile des patients, dans sa voiture ou dans son cabinet, éventuellement avec ses 2 ou 3 collègues. Mais du coup, ça permet de connaître un petit peu qui est autour de nous. Cela permet aussi de chercher une spécialisation, une évolution professionnelle, puisqu'on va faire émerger par les parcours de santé le besoin ou l'envie de se projeter sur un DU, par exemple, plaie-cicatrisation, sur un parcours du patient diabétique. Il peut y avoir du coup le souhait de faire une équipe spécialiste plaie-cicatrisation. On peut aussi avoir des infirmières asalées. Une infirmière peut devenir aussi coordinatrice d'une MSP ou d'une CPTS. Il y a une formation pour ça. Moi, en tout cas, ça m'a permis de me lancer dans l'aventure IPA, ce que je doute que j'aurais pu faire sans l'exercice coordonné. Le gain de temps dans l'exercice quotidien va être possible grâce à une amélioration des parcours de soins, grâce à une requalification, une réaffirmation des compétences de l'infirmière et à une aide apportée par tous les dispositifs médico-sociaux. Depuis la création de la CPTS, moi j'ai trouvé un interlocuteur plus facilement que précédemment et du coup je perds moins de temps au domicile à faire des choses qui ne sont pas dans mes attributions. L'exercice coordonné peut aussi permettre à l'infirmière de s'investir dans la gouvernance de la CPTS, puisque le bureau et le conseil d'administration sont pluriprofessionnels, mais on peut tout simplement juste s'investir dans les missions, soit dans la création des missions, soit dans leur mise en place. Ce qui va être intéressant, il faut le dire aussi, c'est la valorisation financière. Déjà, avec le famille forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation, on a à minima une enveloppe de 100 €. 350 € si on coche l'équipement de vidéotransmission sécurisé, mais il y aura une valorisation aussi puisque chaque réunion et chaque prise en charge singulière dans l'exercice coordonné sera valorisée. D'accord, Emma. Une reconnaissance et une fluidité dans l'exercice, entre autres, avec de nouveaux rôles et d'autres modes de rémunération, si je résume bien. C'est ça. Et le tutorat dans tout ça? Eh bien, le tutorat, en effet, ça fait partie des missions des missions optionnelles des MSP et des CPTS, mais c'est très important parce qu'on voit quand même qu'il y a une désertification professionnelle. Le but, c'est de favoriser les installations des professionnels sur le territoire en favorisant le compagnonnage de ces professionnels. Et du coup, on va pouvoir recréer l'équipe qu'on avait dans une structure de soins dans une équipe de soins. Cela va permettre de rassurer le professionnel qui va rechercher des conditions de travail favorables avant de s'installer, avant de créer ou de faire grandir sa petite famille sur un territoire. L'obligation, elle est légale et déontologique. Alors, c'est important de se former au tutorat infirmier, même si ce n'est pas obligatoire dans les IFSI, mais c'est très important puisque quand on va accéder aux critères d'évaluation, il y a du coup les compétences recherchées qui sont inscrites dans le portfolio qui sont à acquérir. Et c'est important du coup pour pouvoir se positionner en tant que tuteur et en tant qu'encadrant autour de l'étudiant infirmier pour passer ces semaines de stage de la meilleure façon. C'est important aussi de bien faire comprendre à l'étudiant quelle est la spécialité de l'exercice libéral et du coup d'expliquer un petit peu les soins déjà à domicile, mais aussi tout ce qui est nomenclature et toute l'organisation du libéral. Donc, il s'agit de se rapprocher de l'institut de formation en soins infirmiers proche de son cabinet pour avoir un agrément. Avoir du coup la formation, c'est quand même du coup un plus et c'est très important dans l'accueil et l'accompagnement de l'étudiant
Le stage va porter sur les soins aux patients, voilà, le soin relationnel et les soins techniques aux patients à domicile, qui sont vraiment différents de l'hôpital, mais aussi sur l'organisation de l'exercice libéral et l'organisation de l'exercice coordonné qui va être indispensable d'ici quelques années. La valorisation financière n'est pas prévue dans les textes de loi, mais elle sera possible par la CPTS ou par la MSP, puisque ça fera partie des missions et donc elle sera valorisée financièrement. Merci beaucoup, Emma. Et donc, si vous souhaitez vous former au tutorat, sachez que cette formation est remise au catalogue pour l'année 2024 afin que on puisse vous accompagner dans cette mission auprès des étudiants. C'est maintenant le moment de passer aux traditionnelles questions-réponses. Euh, voilà. Alors, j'ai deux questions. Mhm. Comment faire face à la pénurie de médecins? Parce que c'est une réelle difficulté à créer une MS, une équipe de soins primaires. Et la seconde question, je ne sais pas si c'est la même personne, en tout cas, elle est complémentaire. Qui peut créer une maison de santé, enfin une MSP ou une ESP? Et encore une fois, comment faire quand il n'y a pas de médecin ou de médecin intéressé pour entrer dans la création? Alors c'est vrai que la difficulté, c'est trouver des médecins qui sont intéressés parce qu'ils sont déjà submergés de travail, effectivement. Alors, la complexité des structures, enfin, on voit que les structures coordonnées sont quand même assez complexes, mais c'est vrai qu'à l'issue, le but, c'est quand même de gagner du temps, de permettre de fluidifier les échanges. Donc, même s'il y a un projet qui est à formaliser, donc c'est une équipe qui fait le projet, alors, je crois que dans certaines régions, en fonction des territoires, il y a une tolérance pour les MSP d'avoir un seul médecin généraliste et au moins un paramédical. Ce qui est important, c'est d'avoir une équipe pluriprofessionnelle assez importante avec des pharmaciens, des kinés, des sages-femmes, tous les professionnels qui sont intéressés pour que chacun se répartisse les rôles et qu'il n'y ait pas une charge de travail trop importante pour l'ensemble, enfin pour un seul professionnel. Et du coup, on peut décharger un petit peu le médecin. Ce n'est pas à l'initiative d'un médecin, c'est vraiment à l'initiative d'une équipe. Je sais pas Euh, si j'ai répondu à l'ensemble de la question, du coup. Après, c'est vrai que c'est pas simple. L'ARS va de toute façon pousser pour qu'il y ait des CPTS sur tous les territoires, que tout le territoire français soit couvert. Du coup, aller chercher les professionnels et ça va passer par une valorisation financière du temps passé. Dès le début de la création, on peut avoir une valorisation financière du temps passé à la création de l'exercice coordonné. je pense que c'est la même personne qui dit qui peut nous aider à créer un projet CPTS. Je pense que tu y as répondu, c'est l'ARS Alors, principalement. l'ARS, oui, c'est vrai que la question est intéressante parce que je ne l'ai pas glissée, effectivement. Alors, l'ARS et l'assurance maladie sont les premiers interlocuteurs à appeler pour avoir le cahier des charges et savoir tout ce qu'il faut, tous les critères qu'il faut remplir. Mais il y a des personnes qui peuvent aider puisqu'il y a des choses qui sont un petit peu standardisées et ça ne sert à rien de perdre du temps là-dessus. Et ça, ce sont les URPS. L'URPS ML, médecins libéraux, du coup, et structure d'appui donc est là pour répondre et a un financement pour aider les équipes, mais aussi l'URPS infirmier. Toutes les URPS ont tout intérêt à favoriser l'exercice coordonné de leurs adhérents. Ok. Alors, il y a David qui s'intéresse à la formation d'IPA. Donc, on sort un peu du champ, mais comme tu es là, comment s'est passée ta formation pour devenir IPA et comment ça se passe en termes de budget, de temps de formation et de compétences? La question est assez large et je pense que je pourrais en parler pendant une journée entière et encore. Alors, elle était très intense. Moi, j'ai passé ma formation à Marseille, sachant que chaque université a un cursus un petit peu différent pour les mêmes évaluations. On a le même diplôme. Donc, moi, je suis un IPA donc en pathologie chronique stabilisée. Donc, on a 2 ans. La première année, tronc commun, et la deuxième année, c'est la spécialité.
Et au niveau du financement, on a une enveloppe par l'ARS. Donc, dans l'ARS PACA, on a l'enveloppe la plus petite, c'est 10 600 € à l'année. Vous avez du coup, avec le dernier avenant, une enveloppe qui s'ajoute par l'assurance maladie de 15 000 €. Voilà. Il faut avoir un contrat du coup avec l'ARS et avec l'assurance maladie qui va favoriser votre implantation et vous demander du coup d'avoir un projet et de le mener à bien par la suite. Merci Emma. Il y a Hervé. Alors, Hervé nous demande tutorat uniquement pour les infirmiers. J'avais le souhait par CPTS d'ouvrir à tous, IDE médecin, AS pharmacien. L'idée est l'étudiant irait voir chaque professionnel en fait. La CPTS serait le lieu de stage et d'après ce que je comprends. Alors, la CPTS n'est pas un tuteur de stage. C'est le professionnel qui est tuteur de stage. Après, si vous l'accompagnez, il n'y a aucun problème justement à faire connaître ce mode d'exercice à l'étudiant, hein, puisque ça va être généralisé après par la suite. Après, effectivement, il faut que chaque professionnel puisse favoriser le tutorat. Je sais que par chez nous, le tutorat pharmacien est très, très compliqué. Donc, c'est vrai que peut-être qu'en allant se voir ou en faisant participer l'étudiant aux réunions de la CPTS, par exemple, ça peut être intéressant pour lui de voir qu'on est en train de reconstituer l'équipe finalement et que les professionnels arrivent à se connaître entre eux et avoir une meilleure communication. Je pense que j'ai répondu à la Oui, question. oui, je pense. Et une question, après on va arrêter. Une MSP peut-elle intégrer une CPTS en tant qu'entité? Est-ce Alors, que c'est... alors, il y aura la CPTS sur le territoire. La MSP pourra être adhérent de la CPTS et travailler entre eux, par exemple, sur des parcours communs, des parcours, des projets communs. Ils vont être complémentaires, en fait. L'inverse est compliqué puisque la MSP, c'est sur une patientèle, c'est plus localisé et la CPTS, c'est beaucoup plus large. En fait, je crois que la question de Nathalie, c'est de savoir si chaque professionnel de la MSP doit adhérer à la CPTS ou si c'est la MSP qui adhère à la CPTS. Ça dépend des statuts juridiques, du coup. Et là, à ce moment-là, il faudra se rapprocher plutôt des juristes pour avoir la vraie réponse. Mais les deux sont possibles. La MSP en tant que MSP, puisque c'est une CISA, c'est une société, du coup, va pouvoir, si c'est la forme juridique qui est prise, qui est souhaitée, la CISA va pouvoir adhérer à la CPTS, mais chaque professionnel peut aussi adhérer à la CPTS de façon individuelle. Merci Emma. Il est Merci. maintenant l'heure de vous remercier pour votre présence en nombre à notre 8e épisode. Je vous donne rendez-vous dès le 5 février pour l'épisode suivant, le 9e, où je recevrai notre experte Karine Sangroubert pour un rappel relatif aux cotations spécifiques pour les patients cancéreux ou immunodéprimés. Au revoir Emma, Au revoir Céline. Merci beaucoup. Merci à tous. à très bientôt et bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.